Dubaï est sans doute l'une des villes les plus impressionnantes du monde, mais derrière les gratte-ciel, les voitures de luxe et les bureaux avec vue sur mer, il y a un prix et une stratégie. Créer sa société ici, c'est la promesse de zéro impôt, ou presque, et d'une liberté totale. Mais attention, ce n'est pas fait pour tout le monde. Après plusieurs jours sur place à échanger avec des expatriés, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir si vous souhaitez vous expatrier à Dubaï ou créer votre société ici. Et à vrai dire, pour cette vidéo, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Simon qui travaille pour une entreprise qui aide de nombreuses personnes à s'expatrier ou créer leur société ici à Dubaï. Il va absolument tout vous dévoiler, les étapes à suivre, les différents profils d'expatriés qu'il y a à Dubaï. Bref, on va aller voir tout ça. Il m'a dit rejoins-moi à 10 h près de Jumeirah Beach, donc on va y aller tout de suite parce que c'est maintenant en fait. Bon Simon, comment ça va? Salut, ça va? Très bien et toi? Très bien, très bien. Bon, tu m'as amené à un joli endroit, ça s'appelle comment ici? Écoute, ici ça s'appelle Salt. On est dans le quartier de Jumeirah à Dubaï. Ok. C'est, on va dire, un petit peu version Miami ici. Ok. Donc c'est un petit peu un fast-food où ils font des mini burgers comme ça par sliders. Fast-food haut de gamme, précise, parce qu'on est pas chez McDo hein, quand même. Ouais, on n'est pas chez McDo. Non, mais ça a été très hype parce que forcément, ils ont percé un petit peu sur les réseaux. Ok, je comprends. Mais c'est très sympa. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de monde parce que c'est l'été. Ouais. Il fait un petit peu chaud. Mais si tu viens pendant la période février, mars, etc. C'est bondé. Là, c'est bondé et tu vois, il y a tout le monde qui court. Donc c'est vraiment Miami ici. C'est vrai que ça se voit là derrière nous, donc on a les gens marchent le matin ou le soir la plupart du temps. La plage juste derrière qui est assez jolie, il faut le reconnaître. Ouais. Pour l'instant, la seule plage que j'ai vue à Dubaï, elle n'était pas terrible. Là, je commence déjà, tu vois, à changer d'avis. Ouais. Le sable est d'une blancheur, c'est assez ouf. Alors si je dis pas de bêtises, faudrait vérifier les sources. Il a été importé? Ouais. Il y a certaines plages de Dubaï, même à Abu Dhabi, le sable a été importé. Et je crois des Maldives. C'est une petite info comme ça, faudrait vérifier. Non mais c'est très fréquent dans plein de pays. Ouais, ça, exactement. Donc ça m'étonne pas. C'est pour ça qu'il est aussi beau. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es en fait? Bien sûr. Du coup, moi je m'appelle Simon, enchanté. J'ai 22 ans. Ça fait maintenant 4 ans, bientôt 5 ans que j'habite à Dubaï, aux Émirats. Je me suis expatrié ici avec toute ma famille du coup. Ok. Donc moi j'ai fait toutes mes études post-bac ici. Donc bachelor et master du coup sur les Émirats à Dubaï dans une université ici. Top ça. Donc j'ai eu quelques jobs ici. J'ai été d'abord dans l'industrie du bateau. Je vendais des bateaux à voile et à moteur ici. Et maintenant, je représente donc créer sociétédubaï.fr, un cabinet d'expatriation et de création de sociétés dans les Émirats. On s'occupe de tout, donc création de société, fiscalité, obtention des visas, compte en banque, tout ça. Donc voilà. Ok, hyper intéressant. Alors, ma question d'après, c'était qu'est-ce qui t'a poussé à venir t'expatrier ici à Dubaï? Mais tu viens d'y répondre, c'est ta famille. Ouais, qu'est-ce qui a enclenché en fait tout ça? Alors, en fait, on était à la période du Covid. Donc c'était Covid, tout le monde était chez soi. Et à ce moment-là, forcément, on regardait des vlogs de partout. Donc on regardait des vlogs des gens à Miami, à Los Angeles, à Dubaï, etc. Et on a eu l'envie de s'expatrier. Parce que du coup, j'ai 2 petites sœurs et mes parents voulaient vraiment nous donner une expérience totalement internationale et qu'on puisse vraiment parler totalement anglais et vraiment s'ouvrir plus au monde. Parce qu'à ce moment-là, on était en Bretagne et c'est moins axé sur l'international, la Bretagne. Un petit peu moins. Un petit peu moins. J'adore la Bretagne. Hein. S'il y a des Bretons qui passent, on leur passe le bonjour. Mettez-le dans les commentaires. et non, du coup, on voulait s'expatrier. Dubaï, on était allé déjà 2-3 fois. On avait adoré le fait que ce soit vraiment international, que ce soit hyper ouvert d'esprit, qu'il fasse beau toute l'année et qu'il y ait des opportunités énormes pour tout le monde, peu importe ton âge, ton sexe, ta religion, ta couleur de peau, c'est génial. Et donc on s'est dit que ça pourrait pas être bête de s'expatrier ici. On a beaucoup discuté, surtout qu'on était 5. Alors il fallait trouver les écoles pour tout le monde, qu'est-ce qu'on allait faire exactement, etc. Et donc on s'est expatrié. Moi je suis arrivé ici en août 2021, purement en tant qu'expat. Et écoute, je suis toujours là aujourd'hui et je pense y rester encore quelques années. Hyper intéressant. C'est ouf que tu aies fait ta scolarité ici, parce que du coup tu dois avoir un regard assez différent de la plupart des expats qui viennent quand ils ont 25, 30, 35 ans. Ouais, t'as connu l'éducation ici. Ah, exactement, je suis arrivé, j'avais 18 ans. Vraiment, la vie vraiment post-bac, je l'ai vécue tout de suite ici. J'ai fait juste 2 mois à la fac en France. Mes parents m'ont annoncé, pendant que j'étais à la fac en France, qu'on allait partir à Dubaï. Ils m'ont demandé si soit je voulais rester à la fac en Bretagne ou alors venir à Dubaï et étudier ici. Bon, j'ai pas beaucoup réfléchi, honnêtement. Mais la question est vite répondue. La question est très vite répondue. Mais donc, non, du coup, je suis parti donc, à l'université pour donner un nom, c'était la Middlesex University. Et donc, j'ai étudié ici un bachelor en business management, innovation et entrepreneuriat. J'ai fait 3 années de bachelor ici. Là, je viens de finir mon master que j'ai fait dans la même université. J'ai fait un master en relations internationales et finances de compagnie. Au niveau de ta routine ici, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est en fait la vie à Dubaï? Qu'est-ce qui change par exemple par rapport à la France, tu vois? Le temps. Oui, alors oui. Peut-être qu'il le voit à mon front luisant, mais oui, c'est vrai qu'il est chaud. Après, bon là, c'est sûrement une des pires périodes pour être dehors à Dubaï. Là, on est en début juillet. Début juillet, il doit faire quoi? Il est 11 h, je pense. Il fait un bon 30-35, je pense, je dirais.
Ouais, Après, on a du vent vu qu'il y a la mer juste derrière, donc ça va, on n'est pas trop mal. C'est vrai. Mais vers midi, 14h, pour le coup, il n'y a personne dehors. Niveau vie, genre routine, vie sociale ici, c'est de mieux en mieux, moi je trouve. Quand je suis arrivé il y a quelques années, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins d'expatriés européens. Donc forcément, c'est vrai qu'on va toujours vers les gens avec qui on s'entend le plus facilement, avec qui on ressemble et qu'on a des expériences similaires. Donc il y avait beaucoup moins d'Européens il y a quelques années, donc c'était un peu plus compliqué, même en tant que vie étudiante, de sortir, etc. Mais c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Là, il y a de plus en plus de bars sympas, de boîtes, de beach clubs, etc. De plus en plus de monde qui vient, etc. Et même moi, d'un côté personnel, je vais plus vers les gens. On va dire qu'une routine vraiment en semaine, c'est travail la semaine et le soir, salle de sport ou alors dîner avec des amis, la famille, etc. Et le week-end, c'est vrai qu'on est beaucoup en beach club. Les beach clubs ici à Dubaï, c'est vraiment une institution. Ça pousse comme des champignons, il y en a vraiment deux. Il y en a vraiment plein, il y a tous les styles avec toutes les musiques, tous les différents types de nourriture, etc. Ouais, c'est assez incroyable. Donc on est beaucoup sur ça, mais après il y a des trucs très simples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément que des trucs payants à Dubaï. Le week-end, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour l'instant moi j'ai un peu cette image de tu dois payer pour faire quelque chose. Ouais, tu vois, tu vas ici à Kite Beach, t'as tout la piste cyclable, ou alors même la plage, etc. Tout est gratuit. T'as le désert qui est gratuit, t'as des activités dans des malls ou autres qui sont vraiment totalement gratuites. Donc on peut vraiment se débrouiller vraiment pas mal. Il y a des super promenades. Il y a des promenades magnifiques, que ce soit en ville, à la plage, dans le désert ou même dans les montagnes. Il y a vraiment des montagnes énormes où tu peux faire des circuits de trekking, par exemple à Hatta ou bien à Umm Quwain ou autre, ce qui est vraiment super intéressant. Et donc après, c'est vrai que le week-end c'est très bar, beach club, restaurant, boîte de nuit, bar, tout ça. Mais on s'y retrouve, la vie est bonne ici. Bon écoute, parfait pour cette jolie introduction. Là on va bouger, tu veux qu'on aille où? Moi, je pense qu'on va aller du côté du Burj Al Arab. Ok. On est vraiment pas loin. Donc voilà. Allez, on y va, let's go. Parfait. Tu m'avais pas dit qu'on prenait une Ferrari? Et le garage. Allez au garage, ok. Et le garage. C'est pas grave. On peut prendre celle-ci. Ici, on garde pas sa voiture soi-même. Hein. Non. Ici, vraiment, que ce soit les hôtels ou les restaurants, il y a forcément un valet. Et du coup, tu passes ta voiture. Il te passe une carte comme ça que tu vas scanner à la réception comme quoi tu as vraiment consommé dedans. Et ce qui fait que le valet est gratuit et c'est un service en plus. Bon, nous voilà posés au... J'ai déjà oublié le nom de l'hôtel. Jumeirah Beach Hotel. Okay. C'est juste à côté du Burj Al Arab. Qui est vraiment juste derrière. Qui est derrière nous. Quoi. Je pense pas qu'on le voit à la caméra, mais on le montrera juste après quand même. Histoire de ne pas faire de messieurs. Oui. Donc là, on va parler un peu plus de fiscalité. Il y a fort à parier que si les gens ont cliqué sur cette vidéo, c'est en partie. Peut les intéresser. Voilà, peut un petit peu les intéresser, effectivement. Est-ce que tu peux me détailler un petit peu la fiscalité à Dubaï, comment ça fonctionne, quels sont les prérequis? Bien sûr, bien sûr. Alors du coup, en fait, la fiscalité, elle va s'appliquer que sur les sociétés. Parce que déjà, à Dubaï, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. En fait, tous tes revenus personnels qui viennent d'un investissement crypto, en bourse ou dans l'immobilier ou ton salaire, ça ne sera pas imposé. Il y a zéro imposition sur le revenu sur les Émirats. Donc maintenant, en fait, ça va s'adapter que aux sociétés. Donc il n'y aura que de l'IS, on va dire. Okay. Donc en fait, par rapport aux sociétés, il y aura deux grands types de sociétés sur les Émirats. Les free zones et les mainland. Et en fait, les deux vont être imposés à 9% si tu fais plus de 375 000 dirhams de bénéfices nets annuels, ce qui équivaut environ à 95 000 euros. Okay. En fait, pour donner un exemple concret, imaginons que tu as une entreprise de consulting. Tu fais des bénéfices nets à la fin de ton année, tu calcules ton bénéfice net, tu as 150 000 euros de bénéfices nets annuels dans ton entreprise. En fait, tu vas payer que l'excédent, tout ce qui est au-dessus de 95 000 euros. Okay. Tu vas payer 9% seulement sur ça. Uniquement sur l'excédent? Seulement sur l'excédent. En fait, les 95 000 premiers euros sont exonérés d'imposition. Ah, super intéressant, je savais pas ça. Voilà, donc en fait, tu as 9% seulement sur tes bénéfices de ta société. Et forcément, si tu tombes en dessous des 95 000 à l'année, tu n'auras pas d'impôt sur ta société. Voilà, donc ça, c'est le seul impôt qu'on va recenser sur tes sociétés, que ce soit en free zone ou en mainland. Okay. Ça, c'est assez récent, non? Ah bon, ça n'était pas. C'est très récent. C'est très récent. Les premiers impôts sur la société vont être payés en septembre qui arrive. Ah d'accord, ouais. Ah, oui. Donc septembre 2025. Donc c'est très très récent. C'est-à-dire qu'avant il n'y avait pas d'imposition sur les sociétés. Donc pas d'imposition sur les sociétés et pas d'imposition sur le revenu. C'était vraiment le paradis pur. L'Eldorado. Voilà. C'est vraiment l'Eldorado. En plus il fait beau et on mange bien. Ouais. Donc c'est vraiment parfait. Mais non, donc maintenant ils ont mis ça quand même en place, ce qui impose aussi de tenir une comptabilité. Ouais, tu es obligé de tenir une comptabilité parce que tu fais une déclaration annuelle pour que la FTA, qui est la Federal Tax Authority, vois si tu es éligible ou non à payer des impositions. Voilà, c'est avec le seul impôt. Free Zone comme Mainland, c'est pareil. Et après, pour préciser différents types de sociétés sur les Émirats, Free Zone, c'est vraiment les sociétés adaptées aux services digital et à l'international. Okay. En fait, Free Zone, c'est des zones franches dans les Émirats. Il y en a plus de 50. Et en fait, c'est des Free Zones qui hébergent des sociétés. Et donc, il y a une domiciliation d'entreprise sur les Émirats sans pour autant avoir de bureau physique, ce qui est hyper intéressant. Donc, on n'a pas de loyer à payer, etc. Mais on a quand même sa société et sa domiciliation. Et surtout, en fait, une Free Zone peut travailler avec n'importe qui sur le territoire et n'importe qui à l'étranger. En fait, si imaginons tu es une boîte de consulting, on reprend l'exemple de consulting parce que c'est bien cohérent à Dubaï ce qui se passe. Consulting, en fait, peut travailler avec n'importe qui sur le territoire et n'importe qui à l'étranger. Donc, quelqu'un qui a une free zone à Dubaï
peut travailler avec quelqu'un qui habite à Bali, qui habite en France, qui habite aux États-Unis, mais l'imposition ne sera vue que sur les Émirats, parce que c'est une personne morale à part entière, une free zone, et donc elle a ses propres droits et obligations qui sont relatifs que sur le sol émiratif. Donc ça, c'est hyper intéressant, et donc on a des licences vraiment consulting, marketing, service digital, apporteur d'affaires, toutes ces choses-là, c'est vraiment free zone. Après, de l'autre côté, on aura les mainland, ce qui va être la société plus là de base sur les Émirats. C'est-à-dire que tout ce qui va être restaurant, hôtel, coiffeur, magasin de vêtements, ça va être de la mainland parce que c'est de la vente physique de business vers particulier sur le territoire seulement. Donc là-dessus, forcément, on est obligé d'avoir un local. C'est plus cher à l'entretien et c'est plus cher à ouvrir, mais forcément, t'as ton business pur sur les Émirats. Et là, pour le coup, pas vraiment d'exposition à l'international. Mais pour le coup, tu es obligé d'avoir une mainland si, bah, disons, tu veux faire un magasin de vêtements. Ou Ouais, coiffeur. bien sûr, bien sûr. Un restaurant. Ça a du sens. Ça fait sens. Et pareil, il y aura plus d'autorisation à avoir en mainland qu'en free zone. C'est-à-dire qu'en mainland, étant donné que tu fais de la vente physique sur les Émirats, et ben, il faut protéger les clients, si tu veux. Donc imaginons, si tu as un restaurant, il faut que tu passes par Dubai Municipality, Dubai Health Authority, il y a des contrôles de sanitaires, etc., plus complexes. Comme par exemple pour le maquillage, ici sur les Émirats, si quelqu'un veut ouvrir une entreprise de maquillage, style un magasin comme Sephora. En fait, si le produit cosmétique n'est pas en vente sur les Émirats, tu dois le faire passer en laboratoire par le Dubai Health Authority, qui est l'instance de santé des Émirats, et faire tester le produit pour qu'il soit en norme avec les avec les normes des Émirats. Donc mainland possible, créer tout ça, clairement de notre cabinet, de créer Société Dubaï exactement, et c'est plus long, mais c'est obligatoire pour certains types d'activités, comme la free zone le sera aussi. Super intéressant. Et est-ce qu'on peut parler aussi des conventions fiscales? Il y en a une entre la France et le Bien sûr, il y a une convention fiscale entre les deux pays, elle date de 1989, j'ai appris mes cours. Clairement. Elle date de 89, elle est dans plus de l'avantage des Émirats, dans le sens où en 89, forcément, personne ne s'attendait à ce que ça devienne ce que c'est ici. En 89, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait rien, ça venait juste d'être indépendant. Il n'y avait pas The Palm encore. Il n'y avait pas... Je sais pas s'il n'y avait pas The Palm, non. Il n'y avait peut-être pas The Palm, non, il n'y avait pas The Palm, il y avait quelques routes. Il y avait le fameux bâtiment Toyota qu'on voit dans toutes les vidéos de Dubaï, c'est avec l'évolution de Dubaï. Oui, avec la voie, enfin l'autoroute avec Sheikh Zayed. Exactement. Mais c'est pas le premier bâtiment de Dubaï. Le premier bâtiment de Dubaï, pour faire une parenthèse historique, c'était le World Trade Center. Ça a été même inauguré par la reine d'Angleterre, Elisabeth II. La reine Elisabeth II était là pour l'inauguration et ça a été fait par un architecte français. Cocorico. Cocorico, on est fiers d'être français. Donc, une petite anecdote. C'était marrant ça. Ouais. C'est vrai. Donc elle est très dans les avantages des Émirats dans le sens où il y a peu de risque de double imposition. Ce qui est hyper important, voilà, parce qu'en fait cette convention fiscale, à quoi ça sert? C'est éviter la double imposition. Exactement. Par rapport à la France. Donc c'est-à-dire que quand vous faites vos déclarations d'impôts, etc. Si un jour la France, le gouvernement français toque à votre porte avec ce besoin de voir où est-ce que vous avez payé vos impôts, vous avez ce papier. Je suis résident fiscal émirati. Ça peut aider. Hop. Voilà. Ça peut aider. Ça peut aider notamment, pour donner un exemple concret, sur les revenus locatifs. Imaginons, on est résident fiscal français et on investit à titre personnel dans les Émirats. Ici, on achète un appartement qu'on met en location. On va certes percevoir des revenus locatifs sur son compte français, mais en fait, étant donné qu'il y a le droit d'immeuble qui rentre en compte, ce qui est dit dans la convention fiscale, en fait, tout simplement, il y aura un crédit d'imposition. On informe le fisc français qu'on a un appartement à Dubaï, qu'on a des revenus locatifs, mais par rapport au droit de l'immeuble, on n'est pas imposé par rapport à ça et le fisc français vous donnera du coup un crédit d'imposition à la fin de l'année, ce qui fait que vous ne paierez pas d'impôt sur ces investissements étrangers. Okay. Voilà, ça régit pas mal de choses comme ça et c'est très profitable aux Émirats. Dans le sens où c'est vrai que quand on voit les rentes ici et les retours sur investissement dans l'immobilier, c'est vrai que c'est très intéressant de ne pas être imposé sur ça, sur les revenus locatifs. Donc c'est pour ce genre de choses que la convention fiscale a été mise en place, notamment quand on n'avait pas encore résident fiscal émirati. Mais quand on est résident fiscal émirati, forcément, que ce soit des plus-values dans l'immobilier, des salaires ou autre, c'est pas imposé à l'État français. Ok, hyper intéressant. Et du coup, tu as fait le lien, on parle argent. Combien il faut prévoir à peu près pour créer sa société ici? Alors, ça va dépendre forcément des deux types de sociétés. Comme je te dis, il y a free zone et mainland. La free zone va être un petit peu moins chère à la création, dans le sens où sur une free zone, imaginons une personne qui est tout seul et qui veut commencer un business ici. Imaginons comme toi, tu vois, digital nomade, tu veux commencer ici à créer une société et percevoir de l'argent ici. Donc une free zone avec un visa et tout notre accompagnement qu'on fait dans notre cabinet, c'est-à-dire création de la société pure, l'obtention des licences, enregistrement administratif, l'obtention des visas avec toutes les visites médicales, etc., dont on parlera après, et l'ouverture des comptes en banque pro-perso et notre accompagnement, on va être sur entre 6 000 et 7 000 euros, totalement tout compris. Donc ça comprend vraiment tout notre accompagnement et même l'accompagnement du coup sur toute la durée de vie de la société. Parce étant donné que les Émirats, ça bouge beaucoup, il faut se tenir informé des lois qui changent. Bien sûr. Donc forcément, on informe sur nos réseaux sociaux, sur nos sites internet. On informe à tous ces changements de règles pour justement que personne ne soit surpris qu'il y ait une nouvelle règle qui peut arriver et qui peut mettre en péril, on va dire, l'expatriation de quelqu'un. Donc on aide vraiment sur ça. C'est-à-dire, on crée certes les sociétés, mais on aide aussi à toute l'expatriation. On n'est pas seulement un cabinet de création de société, ensuite on vous laisse faire de votre côté ce que vous voulez faire. On vous guide vraiment sur tout.
même conseiller où est-ce que prendre un local dans les Émirats, quel type de business lancer, est-ce que c'est une bonne idée ou pas. T'as les contacts qu'il faut. On a les contacts qu'il faut, que ce soit dans l'immobilier, dans les assurances, dans tout. Génial. On aide vraiment à 100% à la personne à vraiment pas seulement créer sa société, mais vraiment Accompagner. ouais, accompagner, vraiment se positionner sur les Émirats de la meilleure manière possible parce qu'on sait à quel point ça peut être compliqué, la concurrence est nourrice. Clairement. Et ça d'ailleurs, c'est assez général, mais dans n'importe quel pays, quand vous voulez vous expatrier quelque part, créer une société, en fait, si les gens aussi ont un frein par rapport à ça, c'est la peur de l'inconnu, c'est tu sais pas où tu mets les pieds. Il y a des scams dans tous les sens, clairement. Tu sais pas à qui faire confiance. C'est vrai que c'est cool d'avoir voilà, une société qui t'aide, qui t'accompagne, qui te donne les bons contacts pour pouvoir incorporer ta société. Exactement. Et même, tu vois, dans le cabinet du coup où on est, donc créer Société Dubaï, on a vraiment des gens qui sont adaptés à chaque situation. C'est-à-dire qu'on a des comptables qui sont vraiment agréés comptables sur les Émirats, donc ils savent exactement comment ça fonctionne. On a la cofondatrice Ganui Park qui est juriste et qui, donc, pour l'accompagnement juridique, c'est vraiment un plus qu'on a par rapport à tout ça. On a des sales qui sont depuis des années sur les Émirats et donc qui forcément apportent de l'expérience et un recul sur les Émirats, comme on a pareil des équipes administratives qui parlent anglais, arabe ou même l'hindi, etc. Donc ça peut être, on est vraiment très complet sur ça et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de s'expatrier à Dubaï avec un cabinet vraiment très global et non pas seulement de la création de société. Ok, génial. Et en termes des profils des expatriés à Dubaï, est-ce que tu pourrais nous dévoiler la typologie exacte? Enfin, je sais pas, c'est dur de généraliser. Ouais, je pense qu'il y a quand même des profils qui ressortent plus que d'autres. Tout à fait. Il y a beaucoup d'investisseurs, on va dire, crypto et finance. Beaucoup. Parce que étant donné que ces gens-là, c'est beaucoup de bénéfices qu'ils font. C'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de coûts derrière. Il y a un investissement de base, il y a un retour, il y a des gros bénéfices. Étant donné qu'ici, il y a beaucoup moins d'imposition, surtout à titre personnel. C'est-à-dire que quand tu investis ici à titre personnel dans de la crypto, tu investis 100 000 euros, tu prends 200 000 euros. Les 200 000 euros, ils sont dans ta poche. Ouais, pas de taxe. Ouais, voilà, exactement. Le rêve. Mais le rêve. Et donc, non, on a beaucoup de personnes qui investissent dans la crypto, dans la finance. On a beaucoup de personnes aussi qui veulent simplement venir faire de l'immobilier, de la rénovation, de l'achat, de la mise en location, c'est hyper intéressant. Et on a de plus en plus de familles. Étant donné que maintenant, les écoles ici se développent, il y a des quartiers familiaux, il y a beaucoup d'activités pour les enfants. On a de plus en plus de familles qui viennent se développer ici et vraiment s'installer de manière, pour le coup, longue durée. Tu sais, on parlait que les gens restaient pas beaucoup au niveau des jeunes, mais les familles, elles, maintenant, restent vraiment longue durée sur les Émirats. Et donc, on a pas mal ce genre de profil en ce moment. Forcément, on a des influenceurs que c'est Dubaï. Cliché, hein. Cliché, mais le cliché est un petit peu vrai. Donc, on a des influenceurs qui aussi, du coup, viennent s'installer ici. Mais c'est vrai qu'on les comprend totalement parce que c'est vrai que c'est un cadre fait pour l'influence ici. Tout est beau, tout est instagrammable. Puis t'as pas vraiment de décalage horaire aussi avec la France, ça c'est... Exactement. Bah là, on est à 2 heures. 2 heures, ouais. Là, on est à 2 heures parce que c'est l'heure d'été en France. Et 3 heures quand c'est l'heure d'hiver. 3 heures, ouais. C'est plus que correct. Et surtout, en fait, on se réveille avant la France. Donc, beaucoup de Français qui viennent ici en contact en France. Donc, tu sais, ils prennent de l'avance. Ça peut être super intéressant dans ce sens-là. Clairement. Mais en gros, voilà, les types de profils, c'est de plus en plus jeune. Je dirais, on est vraiment, en ce moment, moi, ce que j'ai comme retour, on est beaucoup sur des gens qui ont 25 à 30 ans. Wow. Et qui ont fait de l'argent en ligne, notamment grâce au e-commerce, etc. Et qui viennent vraiment ici sur Dubaï parce que c'est vrai que même d'un point de vue ambition, on en parlait juste avant, c'est hyper intéressant de se mettre aux Émirats quand tu es jeune. C'est ça double tranchant, c'est le problème. C'est soit tu trouves que tout est beau et tu te reposes sur tes lauriers et il n'y a rien qui vient, ou alors tu vois que tout est énorme et ça te donne une motivation. Ouais, c'est ça, on l'a abordé tout à l'heure, mais moi, mon regard que j'ai sur Dubaï depuis que je suis arrivé, c'est que j'ai l'impression que c'est à double tranchant, c'est-à-dire que soit vous venez ici, ça vous tire vers le haut, vous vous dites, bah voilà, vous descendez en bas de chez vous, vous voyez 6 classes G alignées, vous voyez la Lambo, la marina, les yachts, et du coup vous dites bah en fait tout est possible ici, ou alors radicalement l'opposé, où là en fait vous vous dites il y a tellement d'argent, les gens sont 100 fois au-dessus de moi que je vais pas réussir, tu vois, typiquement. Ah d'accord. Yeah. Que s'est-il passé? C'est pas la première fois que ça m'arrive, à vrai dire, c'est la deuxième fois en l'espace de 48 heures. On s'est pas fait virer, mais ils nous ont gentiment, très gentiment, demandé d'arrêter la caméra parce que voilà, faut savoir une chose, c'est qu'à Dubaï, il y a un vrai sens de la vie privée et même s'il y avait en l'occurrence personne derrière nous ou peut-être des gens qui passaient au loin, ça n'a pas trop fait plaisir aux responsables de l'hôtel, donc on nous a demandé de couper l'interview, donc dans vraiment le plus grand des respects cependant. Ça, je pense il était tellement bienveillant, carrément il était désolé. Ouais, il était vraiment désolé de nous faire couper la caméra. Donc... Ce qu'il a vu que c'était hyper intéressant. Et voilà, exactement. Voilà, donc on a pris des risques. Je vous invite vraiment à liker cette vidéo si elle vous plaît jusqu'à présent, bien évidemment, et vous abonner à la chaîne, ultra important. Nous, on va aller trouver un autre lieu pour finir justement cette interview et parler un petit peu de la société pour laquelle tu travailles. Bien sûr, avec plaisir. Ok, donc on a trouvé un nouveau lieu où, a priori, on ne devrait pas nous enlever la caméra. On devrait pas. On est sûr de rien à Dubaï. Mais bon, c'est pas grave, on va reprendre juste la conversation qu'on a eue juste avant.
il y avait une autre question que je voulais te poser aussi sur le profil des expatriés, etc. Yes. C'est plutôt axé sur le coût de la vie. Est-ce Ouais. que tu peux me parler un peu du coût de la vie à Dubaï, parce qu'on entend un peu tout, voilà, pour savoir quel budget il faut prévoir, où c'est qu'il faut vivre, etc. Ouais, bien sûr. Alors, moi, ce que je dis à tous les expatriés qu'on accompagne, c'est que vraiment à Dubaï, pour pas être surpris, le coût de la vie va vraiment être le juste milieu entre Paris et Londres. Ok, intéressant. Imaginons que tu prends, on va dire, tout le Paris ouest Ouais. et tu prends Londres avec les quartiers vraiment un peu bien, on va dire, tu vas vraiment être entre le juste milieu. Ok. Dans le sens où, imaginons que tu es tout seul, tu veux prendre un studio en one bedroom, tu vas commencer à du 3000 dirhams de loyer par mois et tu peux monter jusqu'à du 10 000 forcément. Et tu peux trouver vraiment des prix vraiment sympas entre 800 et 1000 euros avec du coup forcément dans ton bâtiment piscine, salle de sport inclus. Donc ça enlève des frais en plus forcément. Ok. Après niveau des courses, Carrefour existe ici. Donc niveau des prix, il faut se baser par rapport à Carrefour. C'est moi après il y a des supermarchés comme Viva ou autres qui vont être beaucoup moins chers. Mais dans tous les cas, on va se baser sur les prix européens. Et après pour tout ce qui est sorti ou autre, on peut avoir des restaurants super chers comme Subway ou des trucs dans le genre. Mais là, la vie, c'est bon, ça. Voilà, exactement. Faire 2-3 stories, c'est intéressant, mais on n'y va pas tous les week-ends. Ouais, bien sûr. Mais après, le coût de la vie va vraiment être entre Paris et Londres, honnêtement. Très honnêtement. Après, forcément, les beach clubs, c'est plus cher et on va pas se rendre compte parce qu'il n'y a pas vraiment de beach club en France, du moins pas toute l'année. Oui, ouais. Après, par exemple, pour vous dire, un beach club, on peut commencer à du 200 dirhams par mois, enfin par session, on va dire. Donc 200 dirhams pour avoir l'accès au beach club. Et on peut monter jusqu'à du 500-600 dirhams. Après, comme les activités, imaginons quad dans le désert ou buggy, etc. On va être environ pour du 30 minutes à du 200 dirhams, 300 dirhams de quad, etc. Donc, il faut prévoir un budget, je vais pas dire conséquent, mais assez confortable pour quand même vivre ici, faire des activités, des restaurants. Mais si on vient dans une optique de vraiment juste travailler pour se motiver et vivre de son côté, et faire des courses et pas trop s'en faire le week-end, honnêtement, on peut totalement le faire sans gagner 10 000 euros par mois, comme parfois on peut le voir sur les réseaux sociaux. Okay, ça reste exploitable. Ça reste totalement exploitable, On peut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Exactement, en fait, il faut juste bien gérer son budget parce que, tu vois, on en parlait exactement avant, il y en a qui viennent et qui pensent que tout est acquis parce que c'est Dubaï et qui sont européens. Mais en fait, c'est des gens qui ont vraiment du mal à gérer leur budget et en un an, en fait, ils ont cramé toutes leurs économies et on les voit partir parce que c'est des gens qui, tous les soirs, vont au restaurant, qui font des beach clubs, qui louent des voitures, qui achètent des grandes maisons, nanana. En fait, Dubaï, c'est accessible, mais il faut pas vraiment se faire avoir par le côté très superficiel de Dubaï. Parce qu'il n'existe pas en fait au final. Parce que quand on voit des gens sur les réseaux sociaux qui ont des grosses voitures ou des Rolex ou des Richard Mille au poignet, la plupart du temps c'est soit des locations, soit des fausses. Voilà, donc ça, je pense qu'on peut appuyer là-dessus. Il est très facile, tu me l'as dit tout à l'heure dans la voiture, on n'avait pas la caméra allumée. C'est facile de faire semblant d'être riche à Dubaï. Fake it. Fake it. Ouais, voilà. C'est vraiment facile. Là, c'est le fake it until you make it, voilà. Ou c'est ça. or not, mais voilà, c'est ça. Mais après, bon, c'est une image que beaucoup d'influenceurs et beaucoup de médias donnent. Parce que forcément, ça attire et ça ramène du monde ici. Et c'est un business comme un autre. Franchement, on va pas critiquer ça. Il y en a plein qui le font pour des raisons, pour attirer du monde, des clients, etc. Mais il faut pas se baser sur cette image-là de Dubaï. En fait, on est vraiment dans le Moyen-Orient. On peut avoir tout le monde. Il y a des influenceurs, il y a des gens qui sont là pour économiser, il y a des familles, il y a des gens qui sont là juste pour travailler parce qu'ils ont un job. Maintenant, il y a tous les profils et on peut dépenser par mois du 10 000 euros comme on peut dépenser du 1000 ou 2000 euros de faux frais. Voilà. Hyper intéressant. En tout cas, tu nous as donné plein d'infos à travers cette vidéo. Je te remercie énormément pour ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Simon y répondra également. Bien évidemment, si vous avez pour projet de vous expatrier à Dubaï, de créer votre société à Dubaï, vous pouvez aller sur créer société dubaï.fr ou idéalement, en fait, le plus simple, c'est de cliquer sur le lien que vous avez en description de cette vidéo ou en premier commentaire. Il y a les deux, voilà, vous avez le choix. Et Simon et ses équipes se feront une joie de vous aider à vous expatrier ou bien créer votre société. En tout cas, je te remercie une nouvelle fois pour cette vidéo. Oui, merci pour l'invitation. C'était avec plaisir. On a chaud, on transpire, ça littéralement. Mais le plan est magnifique. Devant j'ai encore oublié le nom du building. Burj Al Arab. Burj Al Arab, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Salut.